sur les fondements des mathématiques. Et donc, on avait commencé par des systèmes formels déductifs et on avait pris un exemple assez intéressant qui était la logique propositionnelle classique, qui était un système formel déductif qui contenait en son sein quelques axiomes de base qui nous permettaient justement de démontrer un certain nombre de choses. Et donc, après quoi, on devait montrer ou bien parler de la théorie du premier ordre qui fait suite ou qui est une extension des systèmes formels déductifs ou bien de LSCP, logique propositionnelle classique, où on parle de langage et de modèles. Mais pour y arriver, avant de faire cela, on a préféré parler un peu d'arithmétique parce que ça nous mettait un peu dans le bain des choses qu'on connaissait déjà. Bien de fois qu'on parle d'arithmétique, en général, on pense à l'ensemble des entiers naturels n, où on a 0, 1, 2, 3, ainsi de suite. Et lorsqu'on parle d'arithmétique, on parle au fameux théorème de Gauss, de Bézout, de PGC, de preuve par récurrence. Et donc ici, c'est dans un cadre un peu plus formel où on va se demander, donc là, on va parler d'arithmétique de Peano en termes de système formel déductif, on va l'appeler PA. Donc c'est arithmétique de Peano. Et donc, l'idée ici, c'est vraiment, est-ce qu'on peut partir d'un ensemble d'actions fort réduits et de construire toute l'arithmétique qu'on connaît jusqu'ici. Parler d'entiers naturels, c'est quoi 0, c'est quoi 1, c'est quoi 2, et d'arriver comme ça à construire vraiment toute l'arithmétique de base qu'on connaît jusqu'ici, l'addition, la soustraction, la division. Et donc, c'est vraiment le challenge. Et donc, la différence ici, contrairement à ce qu'on a pris au lycée, ou à l'université, c'est qu'on va partir des actions. Et donc, dans tout ce qui suit, le langage qu'on va considérer sera L, dont on va prendre un symbole constant 0. Donc, comprenez ici que d'un point de vue formel, on va supposer l'existence du zéro. Lorsqu'on verra la théorie des ensembles, ce zéro sera très exactement l'ensemble vide. Donc, c'est le zéro, c'est le néant, c'est le vide. Et on va supposer, voilà, un symbole fonctionnel X, S, qui va représenter le successeur, et donc le symbole plus, qui est le symbole fonctionnel binaire, et point, qui est aussi un symbole fonctionnel binaire. Et donc par la suite, au lieu de donner plus, par exemple, x, y, on notera tout simplement x plus y. Et donc au lieu de noter point x, y, on notera tout simplement x.y pour dire c'est la multiplication. Et donc, finalement, on introduit le symbole d'abréviation. Donc, on dira x plus petit que y parce que finalement, on est dans un contexte logique où tout symbole doit pouvoir être introduit, soit au départ dans le langage. Rappelons ici quand même vite fait qu'un langage est composé de 5 ensembles. On a un ensemble de variables en toute généralité, dont L, en toute généralité, c'est un ensemble, on va dire, de variables, plus un ensemble de symboles logiques, dont on a la négation, on a la conjonction, on a la disjonction, on a le quantificateur existentiel, on a le quantificateur universel, même si après, on peut rendre ça compact, parce que le quantificateur, finalement, existentiel, c'est non le quantificateur universel, donc bref. Voilà. Après, on a des symboles fonctionnels et on a des symboles relationnels et des constants. Donc, on a des théories parfois qui admettent des constantes. Des constantes, par exemple, en théorie des groupes, on a une constante qui est l'élément neutre. Donc, on suppose en général qu'il y a un élément qu'on appelle l'élément neutre.
Et donc, on va partir de ce principe-là formel où on doit soit avoir des éléments qui sont déjà donnés pour enrichir la théorie, soit lorsqu'on introduit un symbole, qu'on le définisse. Et donc ici, le symbole inférieur et égal en théorie d'arithmétique de Peano est équivalent juste au fait qu'il existe. Donc, c'est équivalent à cette formule, un z tel que x plus z soit égal à y. Donc, lorsqu'on dira x plus petit que y, c'est tout simplement que y s'écrit x plus z, tout simplement. Et donc, avec ça aussi, on parvient à introduire la négation. Donc, avec ça, on parvient à introduire la négation. Et donc, plus tard, on montrera que le fameux z, comme il existe, n'est rien d'autre que y moins x. Mais le moins n'est pas encore formellement introduit parce qu'il n'existe pas dans le langage. Ce qu'on connaît, c'est plus et fois. Donc, comment on arrive à construire l'inégalité? Donc, on fait une comparaison. Comment on arrive à construire la différence? Donc, ici, on voit déjà un peu. C'est ce à quoi on pourra aboutir. Mais avant introduction, nos axiomes. Donc, quels seront les axiomes de base de l'arithmétique qu'on va introduire? Et donc, la théorie du premier d'ordre PA, écrit dans le langage L, donc PA, euh, PA écrit dans le langage L, est constitué juste de 8 axiomes. Donc, ces 8 axiomes est constitué de 8 axiomes. Constitué de 8 axiomes. Bon, il y a un petit souci avec cet écrit. De 8 axiomes. J'ai ma tablette qui dérange un peu. De 8 axiomes. OK. Donc, on a PA1. On a PA1. Voilà, on va essayer de monter. Donc, le premier axiome, c'est photo X. Lorsque X est différent de 0, alors il existe Y, tel que S de Y est égal à X. Alors, cet axiome PA1, il est très fondamental. Il nous dit que notre application S, qui est le successeur, si on veut, voilà, il est surjectif. Il est surjectif du moment où on prend un X non nul, on peut toujours trouver un Y tel que S de Y soit égal à X. Ça veut dire tout simplement que tout entier naturel, pour reprendre le langage qu'on connaît, non nul admet un antécédent ou bien tout entier non nul, bien tout entier différent de zéro est le successeur de quelqu'un. Donc, lorsque je prends un entier, du moment où il est non nul, il est le successeur de quelqu'un, de notre entier. PA2, ça nous dit que pour tout X, pour tout Y, lorsque X est différent de Y, alors S de X est différent de S de Y. Vous l'avez compris, ça, c'est l'injectivité. Et donc, on a PA3. PA3 nous dit que pour tout X, voilà, S de X est toujours non nul, c'est-à-dire le successeur de tout entier est toujours non nul. Et donc, ça s'entend déjà très bien lorsqu'on voit l'ensemble des natures naturelles, 1, 0, 1, 2, 3, quel que soit l'entier que tu prends, même 0, son successeur commence à devenir non nul. Donc, on a P à 4, voilà, qui nous dit que lorsqu'on prend un entier et qu'on ajoute le symbole constant 0, c'est-à-dire le fameux 0,
alors il ne change rien à cet entier. Donc, voilà, même si intuitivement on s'attendait bien à ça, bon, encore qu'on le sache pourquoi. Voilà, c'est pris ici comme un axiome. C'est-à-dire, on ajoute à x 0, ça ne change rien. Et donc, PA5 qui est l'équivalent avec la multiplication pour tout x, on a x point 0. Donc, lorsqu'on multiplie, bon, lorsqu'on multiplie, on va faire x point 0 égale x. Bon, là, c'est le point euh, sensible. Donc, on a PA6 qui nous dit quoi pour tout x, pour tout y? Alors, lorsqu'on a x plus s de y, ce n'est rien d'autre que s de x plus y. Ah donc, lorsqu'on prend un entier auquel on additionne au successeur d'un autre entier, en réalité, c'est le successeur de l'addition des deux entiers. Bon, ça s'entend très bien, hein. Pensez que si vous avez m plus 1, donc ça fait n plus 1, donc c'est le successeur de m plus m. En réalité, c'est ce que cette action me dit. Et donc, il faut bien remarquer qu'ici, on applique le successeur à droite, ce qui est bien différent de si on l'avait appliqué à gauche, mais on va démontrer qu'en appliquant à droite, ça suffit pour appliquer à gauche parce que on va montrer avec ces actions que l'addition, elle est commutative en réalité. Donc, x plus sy, c'est égal à sy plus x. Donc, ici, on n'a pas encore les notions de commutativité, d'associativité, qui vont introduire les notions d'algèbre pour définir ici les groupes commutatifs, les anneaux commutatifs et tout. Enfin, toutes les notions de groupes d'espace vectoriel. Et donc, on n'en a pas encore ça, mais on va démontrer plus loin. Et donc, en P7, ce qu'on a, c'est l'équivalent avec la multiplication, sans doute, pour tout x, y. Lorsqu'on prend x, auquel, bon, là, on va mettre s de y. Donc, le point semble déranger ici avec mon curseur. Donc, on pourrait remplacer ça, ce point-ci, par fois habituel, canonique. Finalement, donc, lorsqu'on prend un entier, on le multiplie par le successeur d'un nom, c'est tout simplement x fois y plus x. Bon, là, c'est raisonnable. C'est raisonnable, on le voit intuitivement. Donc, supposer ici que le S de Y, c'est Y plus 1. Finalement, on ne le sait pas encore, mais c'est ce que c'est. On va démontrer. Encore qu'il faut qu'on sache ce que veut dire 1. Donc, ici, on n'a pas encore la notion de 1. Donc, doutez-vous, faut bien le voir. Le seul symbole qu'on a, c'est 0, un symbole fonctionnel d'arité 1 qui est en fait une fonction qui a tout entier associé à un autre entier, et des symboles relationnels d'arité 2, le plus et la multiplication. Donc ici, il n'y a pas encore le 1, le 2, le 3 tel qu'on les connaît. Donc PA8, c'est juste le schéma de récurrence. Et donc, c'est très important pour faire les preuves, les démonstrations, pour pouvoir atteindre la notion de vérité. Donc, il nous faut un schéma qui nous puisse permettre, qui nous permette de démontrer des choses, de faire des preuves. En mathématiques, on aime bien faire des preuves. Alors, c'est pour toute formule. Donc, pour ceux qui ont suivi le cours précédent sur la logique propositionnelle classique, vous savez ce que veut dire une formule, désormais. Pour toute formule, phi, on va noter comme ça, x, x1, x1, point, point, point. Bon, x, point, 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 xn,
Donc là, c'est pour dire que ce sont des variables liées. Donc, phi contient x1 jusqu'à xn variables liées plus x. Donc, ce sont des variables liées. Donc, si on a une formule ayant autant de variables liées, alors on peut dire ceci. Alors, on peut dire pour tout x1, la base, c'est voilà, point, point, point. Pour tout xn, phi de 0, donc on remplace x par 0. C'est un peu comme l'initialisation, si vous voulez. Donc, la base, c'est 3 points. J'ai des problèmes avec mon curseur. Donc, j'arrive pas à faire des 3 points, il s'efface. Donc, la base, c'est... Donc, on remplace x par 0 comme si on vérifiait la formule phi à l'état initial 0, le premier entier. Et, et pour tout y, on a cette formule phi de y, x1, point, 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 xn. Donc, si on a cette vérification, initialisation, et que la formule phi, bon, ici, on n'a pas encore de notion de vérité, mais je me permets de le dire, si on avait les notions de modèle, on pourrait parler de vérité. Donc, ici, on n'en a pas, mais le y pour dire ici que si phi de y est vrai, alors ce sera vrai pour le successeur de y, donc s de y. Donc, c'est ce qu'on appelle au rang n plus 1. Ce sera vrai pour le successeur. Euh, alors, donc, il y a une troisième implication. Donc, on nous dit, si on vérifie à l'état 0, et si en plus on a pour tout y, lorsque phi de y est vrai, c'est vrai pour son successeur, alors finalement, ça veut dire que pour tout x, on a phi de x, x1, x. Donc, si ça, c'est le schéma de récurrence et c'est pris comme une action. Donc, on se dit, si à l'état initial, on a la formule vraie et que c'est chaque fois que c'est vrai pour un y, c'est vrai pour le successeur de y, alors nécessairement, c'est vrai pour tous les x. Et donc, rassurez-vous qu'une formule peut dépendre de plusieurs paramètres et on peut faire le principe de récurrence sur un seul de ces paramètres et fixer le reste. C'est ce que ça nous dit ici. Donc, maintenant que cela est dit, on peut donc introduire, la définition de notre entier naturel grand N, qui est 0, 1, 2, 3, point, point, point. Et donc, le 0, c'est le fameux 0, on l'a introduit dans le langage, on le prend pour acquis. Et donc, c'est quoi 1? Ce n'est rien d'autre que le successeur de 0. C'est quoi 2? Ce n'est rien d'autre que le successeur de 1. Et donc, oui, c'est ça, 2. Et c'est quoi 3? C'est le successeur de 3, ainsi de suite. Donc, voilà comment, à l'aide de ce successeur-là, initial, on parvient à construire tout l'entier naturel n. Et donc, voyez-vous que dans cette construction, 4, c'est quoi? 4, c'est tout simplement, bon, on va un peu forcer les écrits. 4, c'est tout simplement 3 plus 1. Donc, c'est ça, 4, c'est 3 plus 1. Et donc, ça veut dire c'est le successeur de 3. Donc, voilà comment on voit 4 dans cette construction formelle. Or, on sait bien dans la vie que 4, c'est aussi 2 plus 2. Mais en fait, on ne s'est pas dit dans cette construction que 4, c'est 2 plus 2. Et donc, mais on va montrer qu'en réalité, 2 plus 2, c'est un théorème. Et donc, dans cette construction, on va démontrer que 2 plus 2, c'est un théorème. C'est quand même une première en mathématiques de pouvoir démontrer cela, tant et si bien que dans les classes inférieures, on nous a toujours dit que c'était le cas. Donc, voici ce qu'on connaît à gauche, ici.
Et à droite, c'est un théorème. Donc, on peut bien écrire là, théorème. Donc, c'est notre premier théorème en arithmétique, si vous voulez. 2 plus 2 égale à 4. 2 plus 2 est égal à 4. Alors, comment on procède? Preuve. On va juste utiliser nos axiomes de base. Preuve. Alors, 2 plus 2, c'est quoi? Et donc, 2, c'est le successeur de 1, plus le successeur de 1. Alors, n'oublions pas notre axiome qui nous dit que, voilà, lorsqu'on prend un entier et qu'on l'additionne à son successeur, ça nous donne quoi? Ça nous donne S de X plus Y. Donc, c'est ce qu'on va appliquer ici. Donc, ça se fait à droite. Et donc, notre X, c'est S plus 1. Notre Y, c'est 1. Donc, si on prend X est égal à S plus 1 et Y est égal à 1, alors ceci devient S de quoi? De X, donc de S1 plus 1. Or ici, comment on procède? C'est là qu'on va introduire notre petit lemme. Notre lemme, c'est quoi? C'est pour tout X, on aura X plus 1 est égal à S de X. Donc, voici notre lemme qu'on devra montrer après. Donc, pour tout X, X plus 1 est égal à S de X. Et donc, si on reprend bien, 2 plus 2, donc, c'est S de 1 plus 1. Et donc, si on applique notre lemme à X qui vaut S plus 1, là, ça fait S de quoi? De S de X, or X c'est S de 1, donc de S de 1. Or, S de 1, c'est 2. Or, S de 2, c'est 3. Et S de 3, c'est 4. D'où le résultat. Donc, voilà notre premier théorème. On arrive en partant des axiomes à montrer que 2 est égal à 4, sans doute en utilisant ce lemme qu'on ne démontrera pas ici, mais probablement dans une prochaine vidéo parce que ça utilise le chemin de récurrence et il faudrait vraiment qu'on travaille là-dessus. Donc, j'espère que cette vidéo qui introduit vraiment un paradigme nouveau à l'arithmétique, assez différent de celui auquel nous étions habitués au lycée, vous a plu et n'hésitez pas à vous abonner et suivre les prochaines vidéos. Merci.